Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mercredi 16 janvier, température en baisse et épisode neigeux sur le Languedoc-Roussillon. L'Hérault notamment est en vigilance orange jusqu'à ce soir. Reportage sur les routes du Biterrois et du Narbonnais dans ce journal. Le départ précipité du médecin de Sauveterre dans le Gard, la pression serait devenue trop forte pour le généraliste aujourd'hui. Les 2000 habitants de la commune se retrouvent sans praticien. Et puis en fin de journal, on poursuit notre série sur le festival de flamenco de Nîmes avec le portrait de Javier Baron, danseur et aficionado. Il se produit ce soir au théâtre de Nîmes. La neige et le froid touchent le Languedoc-Roussillon. Météo France a placé l'Aude et l'Hérault en vigilance orange jusqu'à au moins 22 h ce soir. Cet après-midi, quelques flocons sont notamment tombés sur Montpellier, mais sans tenir au sol. Les précipitations neigeuses étaient plus soutenues sur l'ouest du département. Sur place, les services routiers se sont mobilisés pour prévenir les difficultés de circulation. Reportage Mouadel Yakabi. C'est ici, au poste de contrôle des autoroutes du sud de la France à Narbonne, qu'est géré le trafic de toute la région. En temps réel, les techniciens suivent l'évolution des intempéries grâce à des caméras, mais surtout grâce à des capteurs thermiques installés sous la chaussée. Les yeux rivés sur leurs écrans et l'oreille sur le téléphone, ils doivent gérer les flux en essayant d'anticiper les bouchons, tout en aiguillant les professionnels de la route, mais aussi les autres usagers. Ce que je vous conseille, madame, c'est d'appeler le 3605. Oui, c'est un numéro unique et là, vous pouvez demander les conditions de circulation en temps réel. Vers 14 h, la neige commence à coller au sol, dégradant ainsi les conditions des circulations. C'est le moment d'enclencher la première. Les chasse-neige sont appelés en renfort pour déblayer le terrain. Des engins que l'on n'a pas l'habitude de voir circuler dans la région, des conditions climatiques auxquelles les automobilistes ne sont pas non plus habitués, et malgré tous les efforts des professionnels de la route, cela n'a pas empêché quelques bouchons de se former, comme ici à la sortie de Béziers. Pour autant, le pire n'est pas derrière nous, puisque les températures continuent de chuter et du verglas est annoncé pour demain. Prudence donc sur les routes. Et suite à ces chutes de neige, le préfet a décidé de suspendre les transports scolaires demain matin dans les secteurs de Lodève, Bédarieux et Saint-Gervais et Saint-Pons-de-Thomières. Il risque d'être perturbé à Clermont-Lérault et dans le Biterrois. Pour plus d'informations sur vos conditions de circulation, contactez le Centre régional d'information et de circulation routière, le CRICR, au 0800 100 200. Puis une chute des températures qui entraîne l'activation du niveau 2 du dispositif d'hébergement d'urgence. Après le Gard, ce week-end, l'Hérault augmente ses capacités d'accueil des personnes sans abri et renforce les tournées du SAMU social. Si vous rencontrez une personne en difficulté, n'hésitez pas à composer le 115. La commune de Sauveterre n'a plus de médecin depuis le début de l'année. Le seul cabinet médical de cette commune gardoise est fermé. Le docteur Jean-Luc Oldrini a quitté le village en catimini. Arrivé en 2007, il n'aurait jamais réussi à s'intégrer. D'ailleurs, certains habitants ne lui auraient pas facilité la tâche, exerçant même des pressions pour susciter son départ. Les détails, Olivier Michel. Il a pris le choix de partir, il a pris le choix d'être heureux et de partir. Il n'était pas heureux ici. C'est par courrier envoyé à certains de ses patients que le docteur Oldrini a annoncé son départ de Sauveterre. C'est son mal-être et des problèmes financiers qui auraient eu raison de sa présence dans le village. Implanté depuis 2006, le généraliste n'aurait jamais été accepté par une partie de la population, voire même dénigré. Il a bien soigné mes enfants, il a toujours fait un bon diagnostic, j'ai rien à lui reprocher. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont même pas allés chez lui et qui disaient « il est pas bon, il est pas bon ». Voilà. Je pense que ça a changé de docteur et puis que les gens de Sauveterre attendaient peut-être autre chose de lui et que ils n'ont pas été gentils avec lui. Selon certaines sources, il aurait même reçu des lettres d'intimidation. Du côté de la pharmacie, tout comme de la mairie, on déplore son manque de communication sur son départ. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas de successeur. Et donc, à partir de là, des personnes âgées qui ont des difficultés pour se déplacer et tout n'ont pas de médecin. Et une commune de 2000 habitants comme Sauveterre sans médecin n'est pas concevable. À la recherche d'un nouveau praticien, le maire a contacté l'ordre des médecins. La pharmacie et la propriétaire du cabinet ont-elles choisi les annonces dans les revues médicales. Quant aux malades, ils doivent se rendre à Pugeot ou Roquemort, distants de 2,5 à 5 km.
Plusieurs associations de soutien aux sans-papiers se sont rassemblées ce matin devant le siège du Parti socialiste de l'Hérault à Montpellier. Ils étaient une trentaine à manifester leur soutien aux 40 sans-papiers qui viennent de lever leur grève de la faim au bout de 73 jours à Lille. Les militants pointent la politique d'immigration du gouvernement et notamment les nouveaux critères de régularisation des sans-papiers mis en place par la circulaire Valls promulguée le 3 décembre. Écoutez. C'est une fausse régularisation. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Valls a dit je mets des critères précis, effectivement c'est des critères précis, mais ce n'est pas des critères qui vont sortir les gens de la précarité, de la misère dans laquelle ils sont. La première chose, c'est intervenir auprès de certaines autorités et certains pouvoirs publics locaux concernant des situations qui ne sont pas toujours satisfaisantes sur des situations très précises. Et ensuite, c'est de relayer ce que je pressentais sur la complexité du passage de la circulaire qui concerne les demandeurs d'un titre de séjour lorsqu'ils sont travailleurs. Donc c'est effectivement l'argument consistant à dire que lorsqu'on travaille au noir, effectivement on n'a pas de titre de séjour et donc ça devient difficile d'attester, de justifier les 18 mois de travail consécutif. Ça c'est un vrai problème et moi justement qui retient mon attention. Le corbeau d'Hérépion, condamné à 1 an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris, une peine assortie notamment d'une obligation de soins. En 2009, le quinquagénaire avait adressé plusieurs dizaines de lettres de menaces accompagnées de balles de 9 mm à des personnalités politiques, principalement UMP, comme Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Rachida Dati ou encore le maire de Béziers, Raymond Couder, qui s'est déclaré soulagé par la décision de justice dans les colonnes du quotidien régional Midi Libre. À Nîmes, le nouveau procureur de la République a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée au tribunal de grande instance. Marie-Laure Bocqueau remplace Robert Gély, parti en poste au tribunal de grande instance de Nanterre. Elle arrive de région parisienne où elle était procureure de la République adjointe près le tribunal de grande instance de Bobigny. Écoutez. Ma première réaction, c'est toujours l'enthousiasme de la découverte d'une nouvelle région avec des gens qui sont prêts à bouger et des gens qui sont prêts à coopérer à l'institution judiciaire, ce qui est pour moi l'essentiel. La fermeté quand il faut et la main tendue quand il faut. Mais sur des faits graves, il est évident qu'une réponse de fermeté s'imposera, ainsi que je l'ai indiqué, sur tous les faits d'agression, de vol avec violence, de cambriolage, qui troublent nos concitoyens tant au niveau matériel, mais aussi au niveau psychologique. C'est la réponse de fermeté qui s'impose. L'an dernier, le département du Gard a connu une période de sécheresse précoce. Elle avait conduit à des restrictions d'eau dès le mois de mars. Des mesures qui ont impacté certains agriculteurs qui n'ont pu capter l'eau des canaux. Aujourd'hui, leur activité est menacée. Alain Belon a rencontré l'un d'entre eux. Regardez. Claude Ségala est arboriculteur sur la commune gardoise de Maine. L'an passé, il a subi de plein fouet les restrictions d'eau liées à la sécheresse, mais n'a pu se rabattre sur le canal de Beaucaire asséché. Résultat, il est proche du dépôt de bilan. Elle s'est traduite par une perte financière de près de 90 000 euros de chiffre d'affaires et ça se traduit par la destruction de 2,5 hectares de vergers. Et si on le chiffre économiquement, ça vaut 120 000 euros. Donc, à l'heure actuelle, je subis une perte totale de près de 210 000 euros, ce qui est insupportable sur mon exploitation, ce qui met en péril mon exploitation. Soutenu par la FDSEA, l'agriculteur et une trentaine de confrères ont aujourd'hui manifesté devant la préfecture gardoise. Ils entendaient ainsi dénoncer des réglementations environnementales incompréhensibles et l'application de la loi sur l'eau. Les directives européennes, la loi sur l'eau préconise la réduction des prélèvements pour l'agriculture. Mais il y a aussi on est quand même déficitaire en pluie, donc en renouvellement de la ressource. Mais il va falloir apprendre à gérer les prélèvements de toutes les populations et de toutes les activités économiques qui sont dans la ressource. Mais l'agriculture, le revenu des agriculteurs dépend de la ressource. Donc il est primordial que l'agriculture soit prioritaire sur le prélèvement de la ressource. La mise en place de forages dont le financement est subventionné à hauteur de 80% n'est pas, selon l'agriculteur, une solution pérenne. Ce dernier préconise l'utilisation d'anciennes carrières comme réservoirs. À l'aube d'une nouvelle saison, la problématique demeure toujours pour l'agriculteur.
Un mot du championnat du monde de handball et de la victoire des experts. Hier soir, l'équipe de France de hand s'est imposée au Brésil 27-22, notamment grâce au Montpellierin Michael Guigou, auteur de 6 buts lors de cette rencontre. Les Bleus qui conservent ainsi la tête de leur groupe. Prochain match ce soir, la France affronte l'Argentine qu'elle vient de battre à 2 reprises en match amical. C'est une star du flamenco, mais aussi un amoureux de la tauromachie qu'il a côtoyé de près. Javier Barón, danseur et aficionado, se produit demain soir sur la scène du théâtre de Nîmes dans le cadre du 23e festival de flamenco. Un personnage haut en couleur que Christophe Chet a rencontré pour vous. Regardez. Ne lui dites jamais qu'il aurait pu être une vedette de la tauromachie. À bientôt 50 ans, Javier Barón demeure l'une des références internationales en matière de danse flamenca. Ancien membre du Ballet national d'Espagne, lauréat en 2008 du prix national de danse décerné par le ministère espagnol de la Culture, le natif d'Alcalá de Guadaira, près de Séville, revient ce jeudi soir au théâtre de Nîmes pour y présenter sa dernière création. Le título, Barón, por mi nombre, y el espectáculo en sí, clásico, flamenco. Le spectacle s'intitule Barón, avec uniquement mon nom. C'est une création de flamenco très classique avec du chant, de la danse et de la guitare. Je suis accompagné au chant par José Valencia, Juan Campayo à la guitare et José Carrasco aux percussions. Nous sommes tous sur scène et nous y prenons beaucoup de plaisir. Le spectacle a été couronné de succès partout où nous nous sommes produits. La verdad que hemos disfrutado mucho, en los sitios hemos tenido mucho éxito y esperemos que en Nîmes sea igual. Es un espectáculo que también me apetecía. J'avais vraiment envie de faire un spectacle plus intime entre nous, une voix, un chant, une guitare, des percussions et moi la danse. Pas trop de jeux, pas trop d'effets de lumière, un bon son, rien de plus. Simplement prendre du plaisir et que chacun se régale. Je suis persuadé que le public se régalera aussi autant que nous. Un spectacle qui remonte aux sources du flamenco traditionnel, dépouillé de tout artifice, avec la mise en avant d'un baile pur. Une recette qui avait déjà permis à Javier Barón de triompher sur la scène nîmoise un soir glacial de janvier 2010. Un danseur à l'écoute de son auditoire et sensible à la diversité culturelle des villes où il se produit. En mêlant taureau et flamenco à Nîmes, Javier Barón se souvient de ses premières armes, de son souhait de devenir apprenti torero, comme son oncle, et là sans succès. Toutefois, le sujet continue de l'animer et de l'inspirer. José Tomás, no hay otro ahora mismo número uno, José Tomás, José María Manzanares también me gusta mucho. Le triomphateur de la saison, c'est José Tomás. Il n'y a pas d'autre torero numéro 1. J'aime aussi beaucoup José María Manzanares et El Juli. Il y a bon nombre de toreros qui m'enchantent, comme El Cid. Je ne peux pas citer un nom plutôt qu'un autre, mais José Tomás est vraiment le numéro 1. C'est à la fois un grand torero et un grand homme. Une culture taurine qui émane d'ailleurs dans le profil de son flamenco qu'il qualifie lui-même de classique. Après Thomas, seul contre 6 aux arènes de Nîmes, Barón semble prêt pour sa corrida en solitaire sur la scène du théâtre. Et on passe au résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est le monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dan. 41 personnes, dont un Français, auraient été enlevées aujourd'hui dans le sud de l'Algérie par des rebelles islamistes alors qu'ils se trouvaient sur un site gazier près d'In Amenas, une région frontalière avec le nord du Mali. Selon plusieurs informations, cette attaque aurait fait plusieurs morts parmi les otages. Après une campagne de bombardement aérien débutée vendredi dernier, les premières troupes françaises au sol ont été déployées au Mali ce mardi. Les militaires français ont par la même occasion repris une localité de l'ouest du pays tombée la veille aux mains des islamistes. Une mise en opération des troupes au sol qui révèle un tournant dans le conflit. Une double explosion a frappé l'université d'Alep ce mardi, faisant plus de 80 morts, en majorité des étudiants. C'est un des attentats les plus dévastateurs que connaît la Syrie depuis le début du conflit. Selon le quotidien saoudien El Watan, le président syrien Bachar el-Assad se serait réfugié à bord d'un navire de guerre en mer Méditerranée depuis quelques jours. Un hélicoptère s'est écrasé dans le sud de Londres ce matin, faisant 2 morts et 2 blessés graves. L'engin aurait percuté une grue avant de s'écraser en pleine rue, tuant le pilote et un passant sur le coup. Je suis arrivé, j'ai passé les contrôles de sécurité et je suis revenu m'asseoir dans mon camion en écoutant la radio, en attendant d'être appelé, puis j'ai senti un bruit sourd et j'ai pensé que c'était la personne derrière moi qui m'était rentrée dedans. Mais quand j'ai regardé dehors, j'ai vu plein de débris tomber du ciel et je me suis mis à courir. La thèse de l'attentat est d'ores et déjà écartée. Il s'agit donc d'un accident rarissime où près de 90 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie et sécuriser la zone.
Toute l'actualité internationale, nationale et régionale, c'est ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour vos éditions locales de 12h30 et 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.